Je m'appelle Élise Dubois et à 70 ans, j'ai compris que les liens du sang ne commandent pas automatiquement le respect. Il doit être offert de son plein gré. Et lorsqu'il est retenu trop longtemps, eh bien, le puits finit par s'assécher. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter pour dire d'où vous nous regardez. Le matin de mon anniversaire a commencé comme n'importe quel autre jeudi. Je me suis réveillée dans mon impeccable appartement de 3 pièces au cœur de Lyon, le même endroit où j'avais emménagé après avoir vendu la maison familiale il y a 3 ans. La vente avait été une nécessité, non pas financière, mais émotionnelle. Trop de souvenirs de dîners d'anniversaire que je préparais pour rien, de matins de Noël passés seuls, pendant que mon fils Adrien préférait les traditions de la famille de sa femme aux miennes. Je me suis préparé mon café avec la cafetière à piston qu'Adrien m'avait offerte pour la fête des mères il y a 4 ans, à l'époque où il faisait encore des efforts. L'ironie ne m'a pas échappé. C'était peut-être le dernier cadeau de sa part qui témoignait d'une quelconque attention. Je me suis installée dans mon fauteuil de lecture près de la fenêtre donnant sur la Saône et j'ai attendu. Pas de félicitations ni de visite surprise. J'avais appris à ne plus m'attendre à ce genre de choses. J'attendais simplement de voir jusqu'où la barre descendrait cette année. Le SMS est arrivé à 11h47. Personne n'aura de cadeau cette année. On réduit les dépenses. Joyeux anniversaire, quand même. J'ai fixé le message un long moment, sentant quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. Pas de la peine. J'avais dépassé ce stade. C'était une prise de conscience. La reconnaissance pure et claire de la place que j'occupais dans les priorités de mon fils. Vous voyez, Adrien Dubois a 38 ans. Je le sais avec une certitude absolue, car j'ai été là pour chacun de ses anniversaires, jusqu'à ce qu'il épouse Camille, il y a 4 ans. Je me souviens du long travail, des complications qui ont failli nous coûter la vie à tous les deux, de la façon dont il se blottissait parfaitement dans le creux de mon bras cette première nuit à l'hôpital. Son père, Rémi, était en mission à l'étranger, ingénieur dans l'armée de terre, et n'a rencontré son fils que 8 mois plus tard. J'ai élevé Adrien en grande partie seul pendant les 3 premières années de sa vie. Les missions de Rémi étaient fréquentes et longues. Et à chaque retour, il était différent, plus distant, plus concentré sur sa prochaine affectation que sur la famille qu'il avait laissée derrière lui. Quand Adrien a eu 5 ans, Rémi a demandé une affectation permanente en Allemagne. Il nous a proposé de l'accompagner, mais cela sonnait comme une idée de dernière minute. J'ai choisi de rester à Lyon pour offrir à Adrien une stabilité, pour construire quelque chose de solide pour nous. Rémi envoyait des chèques régulièrement, je lui accorde ça. Il n'a jamais manqué un paiement, mais il n'est jamais revenu pour les anniversaires, les remises de diplômes ou les fêtes. Quand Adrien a obtenu son bac avec mention très bien, Rémi a envoyé une carte avec un billet de 100 €. Quand Adrien a été diplômé de l'université Lumière Lyon 2 en génie logiciel, Rémi l'a appelé pour le féliciter. La conversation a duré 7 minutes. C'est moi qui suis restée éveillée toute la nuit quand Adrien a eu une pneumonie à 8 ans. C'est moi qui l'ai conduit à l'entraînement de foot tous les mardis et jeudis pendant 6 ans. C'est moi qui l'ai aidé à traverser son adolescence difficile, son premier chagrin d'amour, son anxiété face aux candidatures pour les études supérieures. J'ai fait des doubles gardes en tant qu'administratrice d'hôpital pour payer ses études, refusant des promotions qui auraient peut-être nécessité des déplacements parce que je refusais de le laisser seul. Et j'étais fière de l'homme qu'il était devenu. Vraiment fière, intelligent, brillant, avec un salaire à 6 chiffres dans une entreprise technologique du centre-ville. Il a acheté une belle maison à Écully, conduisait une voiture neuve tous les 2 ans, prenait des vacances dans des endroits que je n'avais vus que dans des magazines. Puis il a rencontré Camille. Camille Martin, 28 ans quand ils ont commencé à sortir ensemble, 32 ans maintenant. Belle de cette manière naturelle que certaines femmes possèdent, avec de longs cheveux bruns et des yeux marrons expressifs. Elle travaillait dans le marketing pour une agence spécialisée, gagnait bien sa vie et venait d'une famille très unie de Nice. Sur le papier, elle était tout ce que j'aurais dû souhaiter pour mon fils. Le problème a commencé discrètement.
Adrien a commencé à décliner mes invitations à dîner le dimanche parce que la famille de Camille était en ville. Il a oublié mon anniversaire il y a 2 ans parce qu'il organisait une fête surprise pour la mère de Camille, Isabelle. Il a commencé à passer toutes les fêtes avec la famille Martin. Parce que, comme il l'expliquait, ils ont de si belles traditions, maman. Tu devrais voir comment ils fêtent Noël. C'est comme dans un film. J'ai vu mon fils s'éloigner progressivement, puis d'un seul coup. Les appels téléphoniques sont devenus plus courts et moins fréquents. Les visites ont cessé complètement, sauf si je les initiais. Et quand je le voyais, Camille était toujours là, polie mais distante, orientant les conversations vers les dernières aventures ou réussites de sa famille. Isabelle Martin est devenue le centre de leur univers. Isabelle, qui avait 55 ans, 15 ans de moins que moi, et n'avait apparemment jamais travaillé un seul jour de sa vie. Isabelle, qui vivait dans une immense villa à Nice, entièrement entretenue par la pension alimentaire de son ex-mari. Isabelle, qui s'attendait à ce que sa fille et son gendre lui rendent visite tous les mois, paie les dîners de famille, finance ses virées shopping et ses journées au spa. Et Adrien, mon fils brillant et talentueux, faisait tout cela avec le sourire. La mère de Camille a eu la vie si dure depuis le divorce, m'expliquait-il, lorsque je remettais en question cette ponction financière constante. Elle a renoncé à sa carrière pour élever Camille et son frère. Le moins que l'on puisse faire, c'est de s'assurer qu'elle soit à l'aise. Je voulais lui faire remarquer que j'avais aussi renoncé à des promotions pour l'élever, que j'avais travaillé 60 heures par semaine pour nous maintenir à flot pendant que son père envoyait le minimum requis par leur jugement de divorce, que je ne lui avais jamais demandé d'argent, même lorsque mes propres économies pour la retraite étaient la mise à rude épreuve. Mais j'avais appris que comparer les sacrifices avec Adrien ne faisait que le rendre sur la défensive. La rupture se préparait depuis des mois avant mon anniversaire. À Noël dernier, Adrien et Camille avaient été passer 2 semaines à Nice avec Isabelle, publiant des photos de grandes réunions de famille et de pique-niques sur la plage. J'avais reçu une carte cadeau pour un restaurant que je n'avais jamais mentionné aimer et une brève visite le 27 décembre, où ils sont restés exactement 90 minutes et ont passé la plupart du temps à me montrer des photos des décorations de Noël d'Isabelle. « Tu devrais voir comment elle transforme toute la maison !» s'était exclamé Camille. « Chaque pièce a un thème différent. Ça lui prend des mois à préparer. » J'avais hoché la tête poliment, tout en me demandant intérieurement comment quelqu'un, avec autant de temps et d'énergie, ne parvenait pas à trouver un travail. 3 semaines avant mon anniversaire, Adrien m'avait appelé pour me parler de la dernière crise d'Isabelle. La mère de Camille a vraiment du mal, avait-il dit. Le règlement du divorce est contesté et son avocat pense qu'elle pourrait perdre la maison. On pense l'aider avec un prêt. Un prêt de combien ? Avais-je demandé. 50 000 €, peut-être 75 000 €, juste le temps que les choses se règlent. 50 000 €, plus que ce que j'avais dépensé pour quoi que ce soit au cours des 5 dernières années. Plus qu'Adrien ne m'avait jamais proposé pour m'aider, même lorsque j'avais mentionné que les charges exceptionnelles de mon immeuble pesaient sur mon budget. C'est beaucoup d'argent, Adrien. Je sais, mais la famille prend soin de la famille, n'est-ce pas? C'est toi qui me l'as appris. La famille prend soin de la famille. Les mots avaient résonné dans ma tête pendant des semaines après cette conversation. Alors, quand son SMS d'anniversaire est arrivé, j'ai senti cette clarté froide et familière m'envahir. Je me suis dirigée vers mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le compte Instagram d'Adrien était public. Il n'avait jamais jugé utile de le rendre privé puisqu'il ne publiait que rarement des choses controversées. Juste des photos de sa vie parfaite, avec sa femme parfaite et sa famille parfaite. La photo avait été postée 6 heures plus tôt. Adrien, Camille et Isabelle posant devant la tour Eiffel, tous les 3 rayonnant face à l'objectif. Isabelle portait ce qui ressemblait à un manteau de créateur, et le sac à main de Camille était sans aucun doute un Louis Vuitton. La légende disait « Belle maman nous a offert un voyage de rêve. Par Paris. La famille. D'abord. Béni.
J'ai longuement contemplé cette photo. J'ai étudié les vêtements coûteux, le photographe professionnel qui avait clairement été engagé pour immortaliser le moment, la joie pure sur leurs 3 visages. Puis, j'ai regardé la date. Ils étaient à Paris depuis 4 jours. 4 jours qui incluaient mon anniversaire. La famille d'abord. Béni. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai souri. Vous voyez, il y a quelque chose qu'Adrien ignorait sur la situation financière de sa belle-mère. Quelque chose que Camille ne savait pas non plus, malgré sa certitude que sa mère était une victime sans défense des procédures de divorce. Je l'avais appris 3 mois plus tôt, par pur hasard, en faisant du bénévolat lors de la vente aux enchères de charité de l'hôpital. L'un des principaux donateurs était un détective privé spécialisé dans la criminalité financière, et nous avions commencé à discuter de ces cas les plus intéressants. Quand j'avais mentionné mes inquiétudes quant au fait que mon fils pourrait se faire escroquer par sa belle famille, il m'avait proposé de faire quelques recherches de base en guise de faveur. Ce qu'il avait découvert était fascinant. Isabelle Martin n'était pas ruinée par une procédure de divorce. Isabelle Martin faisait l'objet d'une enquête de la DGFiP pour fraude fiscale sur une période de 7 ans. Isabelle Martin avait systématiquement dissimulé des revenus provenant de 3 sources différentes. Une boutique en ligne florissante vendant des bijoux faits main, des revenus locatifs de 2 propriétés qu'elle possédait en Provence et des honoraires de conseil de l'entreprise de construction de son ex-mari. La femme qui se présentait comme une mère célibataire en difficulté gagnait en réalité près de 300 000 € par an et mentait à ce sujet à tout le monde, y compris à sa propre fille. Mais ce n'était pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'Isabelle utilisait le soutien financier d'Adrien et Camille pour financer sa défense juridique. Chaque dîner de famille qu'il payait, chaque virée shopping qu'il sponsorisait, chaque prêt d'urgence qu'il fournissait, tout allait directement au cabinet d'avocats qui l'aidait à dissimuler des actifs aux enquêteurs du fisc. Mon fils finançait sans le savoir un système de fraude fiscale tout en réduisant les coûts pour les cadeaux d'anniversaire de sa propre mère. J'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts jusqu'à trouver l'agent Sophie Lefebvre de la brigade de contrôle fiscal de la DGFiP. Elle avait été très intéressée par mes informations 3 mois plus tôt et m'avait demandé de la contacter si j'apprenais autre chose sur les activités financières d'Isabelle. Les photos de Paris seraient très intéressantes pour l'agent Lefebvre, surtout qu'Isabelle avait déposé un dossier de surendettement il y a 6 semaines à peine, affirmant n'avoir aucun actif au-delà de sa résidence principale. J'ai tapé un bref message, joint les captures d'écran de l'Instagram d'Adrien, et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis je me suis fait une autre tasse de café et je me suis réinstallée dans mon fauteuil pour attendre. Dans 3 jours, mon fils rentrerait de ses vacances de rêve, s'attendant à retrouver sa routine confortable, consistant à soutenir la famille de sa femme tout en traitant sa propre mère comme une chose négligeable. Au lieu de cela, il allait apprendre exactement ce qui arrive quand on choisit de protéger les mauvaises personnes. Et j'allais m'assurer qu'il comprenne cette leçon parfaitement. L'agent Sophie Lefebvre m'a rappelé moins de 2 heures plus tard. « Madame Dubois, c'est exactement le genre de document que nous cherchions. » Sa voix était nette, professionnelle, avec une nuance de satisfaction qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Le timing ne pourrait pas être meilleur. Nous montons un dossier contre Madame Martin depuis 18 mois, mais nous avions besoin d'une preuve de sa situation financière actuelle. J'ai écouté pendant qu'elle expliquait les complexités juridiques. Isabelle avait demandé la protection de la loi sur le surendettement 6 semaines auparavant, déclarant des actifs totaux inférieurs à 15 000 €. Le voyage à Paris, si minutieusement documenté sur les réseaux sociaux, contredisait directement ses déclarations sous serment au tribunal. Même si Adrien et Camille avaient tout payé, la capacité d'Isabelle à prendre une semaine de vacances en Europe tout en prétendant être en difficulté financière était, selon les mots de l'agent Lefebvre, de « l'or en barre pour l'accusation. Nous aurons besoin que vous fournissiez une déclaration officielle sur le soutien financier de votre fils à la famille Martin », a-t-elle poursuivi. « Des relevés bancaires,
toutes les conversations dont vous avez été témoin, des documents sur les cadeaux ou les prêts. Je peux faire mieux que ça, ai-je dit. Je peux vous obtenir des enregistrements. Il y a eu une pause. Madame Dubois, je veux être très claire à ce sujet. Nous ne pouvons pas vous demander d'enregistrer secrètement qui que ce soit. Ce serait une provocation. Bien sûr que non, ai-je répondu doucement. Auteur, je dis simplement que lorsque mon fils reviendra de Paris et m'appellera inévitablement pour me parler de la prochaine urgence financière d'Isabelle, je veillerai à le mettre sur haut-parleur pendant que je serai dans mon bureau, où il se trouve que je garde mon enregistreur numérique pour dicter mes mémoires. Une autre pause. Puis, vos mémoires doivent être très détaillées, Madame Dubois. Je crois en la nécessité de documenter l'histoire familiale avec précision, agent Lefebvre. Après avoir raccroché, j'ai passé le reste de l'après-midi à faire des recherches sur les lois relatives à la fraude au surendettement. Les peines étaient sévères, jusqu'à 5 ans de prison ferme, plus des amendes et des dédommagements substantiels. Pour quelqu'un comme Isabelle, qui avait passé des années à se forger une image de victime raffinée, l'humiliation publique serait dévastatrice. Mais la prison n'était pas ce que je recherchais vraiment. Ce que je voulais, c'était qu'Adrien voie exactement qui il avait protégé et ce que cela lui avait coûté. Le lendemain matin, je suis allée au Hall Paul Bocuse et j'ai acheté les ingrédients pour le plat préféré d'Adrien, le saumon à l'oseille, que je lui préparais chaque dimanche quand il était petit. Puis je me suis arrêtée chez le fleuriste et j'ai commandé une 12aine de roses blanches, ses préférées, à livrer chez lui le vendredi soir, à son retour de Paris. La carte disait « Bon retour à la maison, mon fils. J'adorerais te préparer à dîner ce week-end. Nous avons tant de choses à nous rattraper. Bise, maman. » Je pariais qu'après une semaine de drame avec Isabelle et d'obligations familiales avec Camille, l'idée d'un repas maison préparé par sa mère serait irrésistible. Je pariais aussi que la première chose qu'Adrien ferait, après avoir défait ses valises, serait de m'appeler avec une autre crise financière, impliquant sa chère belle-mère. J'avais raison sur les 2 points. Adrien m'a appelé le vendredi soir, à 18h23. Je pouvais entendre l'épuisement dans sa voix, mais aussi autre chose, de l'excitation mêlée d'anxiété. « Maman, merci pour les fleurs. Elles sont magnifiques. Et oui, j'adorerais venir dîner dimanche. En fait, il y a quelque chose dont je dois te parler. » J'ai activé mon enregistreur numérique et me suis réinstallée dans mon fauteuil. « Oh, que se passe-t-il, mon chéri ?» C'est à propos de la mère de Camille. La situation est pire que nous le pensions. Ses avocats pensent que le dossier de surendettement pourrait ne pas protéger ses biens finalement. Il y a une sorte d'enquête fédérale maintenant. Une enquête fédérale? Ça a l'air sérieux. Ça l'est. Isabelle est terrifiée. Camille pleure depuis 2 jours. Apparemment, le fisc pense qu'Isabelle a caché de l'argent, ce qui est ridicule. Tu as vu comment elle vit. Elle a à peine de quoi faire ses courses la moitié du temps. J'ai fait des bruits de sympathie appropriés, tout en cataloguant mentalement les mensonges. Le compte Instagram d'Isabelle, que je surveillais depuis des mois, montrait des dîners hebdomadaires dans des restaurants où le plat principal coûtait plus que mon budget d'épicerie. Son placard était rempli de vêtements de marque et sa collection de bijoux aurait pu financer une petite entreprise. « De quel genre d'aide a-t-elle besoin ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Ses avocats veulent 100 000 € d'avance pour le fonds de défense. Ils disent que les affaires fédérales sont complexes, coûteuses. Sans une représentation adéquate, elle pourrait tout perdre. 100 000 €. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. Non pas parce qu'il était choquant, mais parce qu'il était si prévisible. Bien sûr, la crise d'Isabelle coûterait exactement assez pour vider le compte d'épargne d'Adrien et Camille. Bien sûr, cela les obligerait à hypothéquer leur avenir pour une femme qui leur mentait depuis des années. C'est beaucoup d'argent, Adrien. Je sais, on a environ 60 000 € d'économie et on pourrait faire un prêt sur la maison pour le reste. Camille pense qu'on devrait aussi lancer une cagnotte en ligne. Tu sais, demander de l'aide à la famille et aux amis. Une cagnotte en ligne. Isabelle voulait que la belle famille
et les connaissances de sa fille financent sa défense juridique contre des accusations de fraude fiscale. L'audace était à couper le souffle. Avant de prendre des décisions financières majeures, ai-je dit prudemment. Avez-vous vérifié ces accusations contre Isabelle? Je veux dire, les enquêtes fédérales n'apparaissent pas de nulle part. Maman, bien sûr que si. Le gouvernement s'en prend à des innocents tout le temps. Isabelle est juste une cible facile, parce que c'est une femme divorcée, sans relation. Tout le système est conçu pour écraser les gens comme elle. Les gens comme elle. Je me demandais si Adrien avait la moindre idée de ce que les gens comme Isabelle étaient réellement. Je suis sûre que tu as raison, ai-je dit. C'est juste que ça semble être une telle coïncidence que cette enquête fasse surface juste après le dépôt de bilan. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, au niveau du timing, c'est étrange. Les dossiers de surendettement sont publics. Si quelqu'un voulait contester les déclarations financières d'Isabelle, il aurait accès à tous ces documents maintenant. Il serait très facile de comparer ce qu'elle a dit au tribunal avec la façon dont elle vit réellement. Il y eut un long silence. Puis, « Maman, tu es paranoïaque. Isabelle ne vit pas dans le luxe. Le voyage à Paris était un cadeau de notre part. Tu te souviens? On a tout payé parce qu'elle a tellement souffert. Bien sûr, mon chéri. Je suis désolée si j'ai semblé suspicieuse. C'est juste que 100 000 €, c'est une somme qui change une vie. Je veux être sûre que tu as envisagé tous les angles. On l'a fait. C'est la famille, maman. La famille prend soin de la famille. La voilà de nouveau. Cette phrase qu'il avait apprise quelque part et qu'il brandissait comme une arme contre quiconque remettait en question ses décisions financières. Tu as absolument raison, ai-je dit. La famille prend bien soin de la famille. On se voit dimanche à 18 h. Après avoir raccroché, j'ai téléchargé l'enregistrement sur un serveur cloud sécurisé et envoyé à l'agent Lefebvre un bref email avec les informations d'accès. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches plus approfondies sur les comptes de réseaux sociaux d'Isabelle. Ce que j'ai trouvé a dépassé même mes attentes les plus cyniques. Le compte Facebook d'Isabelle, que j'avais manqué d'une manière ou d'une autre, contenait 7 ans de publications sur sa petite entreprise prospère, des photos de bijoux qu'elle prétendait avoir vendus, des témoignages de clients satisfaits, et même des conseils commerciaux pour d'autres femmes entrepreneurs. Elle dirigeait une boutique en ligne appelée « Les Trésors d'Isabelle » depuis 2017. Et d'après le volume d'interactions avec les clients et les mises à jour d'expédition, elle était florissante. Son profil LinkedIn la présentait comme consultante en développement commercial pour Martin Construction, l'entreprise de son ex-mari. Selon son résumé professionnel, elle fournissait des conseils stratégiques et un soutien aux relations clients depuis 2019, le genre de travail qui est généralement rémunéré par des honoraires de conseil. Le plus accablant de tout était son compte Pinterest, où elle documentait ses investissements immobiliers depuis 2018. Des tableaux intitulés « Propriété locative à Aix » et « Projet de rénovation à Avignon » contenaient des centaines d'épingles sur la décoration intérieure, l'aménagement paysager et la gestion immobilière. Les commentaires d'autres utilisateurs montraient clairement qu'il ne s'agissait pas de tableaux de rêve. Isabelle possédait ses propriétés et les rénovait activement. 3 sources de revenus, toutes soigneusement documentées sur des plateformes de réseaux sociaux qu'elle avait apparemment oubliées que son gendre pouvait consulter, toutes cachées au fisc, au tribunal de commerce et à sa propre fille. J'ai passé le samedi matin à créer un dossier numérique complet avec des captures d'écran, des pages web archivées, des publications de réseaux sociaux mises en cache et une chronologie détaillée des activités réelles d'Isabelle par rapport à sa prétendue pauvreté. Puis j'ai appelé l'agent Lefebvre. « Je vous envoie tout », lui ai-je dit. « Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Mon fils prévoit de liquider ses économies et de prendre une hypothèque sur sa maison pour financer la défense juridique d'Isabelle. Nous parlons de détruire l'avenir financier d'une jeune famille pour l'aider à combattre des accusations dont elle est réellement coupable. Êtes-vous sûr de la chronologie? Très sûr.
Ils vont déplacer l'argent en début de semaine prochaine. Adrien veut que les fonds soient disponibles avant la prochaine comparution d'Isabelle au tribunal. Cela nous donne une fenêtre de tir étroite. Merci, Madame Dubois. Vous venez peut-être de sauver votre fils de la pire décision financière de sa vie. » Après avoir raccroché, je suis allée dans ma cuisine et j'ai commencé à préparer le dîner du dimanche. Saumon à l'oseille, riz vapeur, les haricots verts qu'Adrien aimait tant quand il était enfant. J'ai cuisiné avec un soin inhabituel, goûtant et ajustant les assaisonnements, arrangeant tout parfaitement sur la porcelaine de ma grand-mère. Ce serait le dernier repas que je cuisinerais pour mon fils, en tant que la mère dont il se souvenait. Après demain soir, tout changerait. Au moment où Adrien est arrivé à mon appartement le dimanche soir, j'étais prête. La table était mise, les bougies étaient allumées, et l'enregistreur numérique était positionné discrètement à côté de mon verre d'eau. Adrien paraissait plus vieux que ses 38 ans, le stress évident dans les rides tendues autour de ses yeux et la façon dont il tenait ses épaules. Paris avait été épuisant plutôt que réparateur, et je pouvais voir que les conversations qu'il avait eues avec Isabelle au sujet de ses ennuis judiciaires avaient laissé des traces. « Ça sent incroyablement bon, maman », dit-il en s'asseyant dans son fauteuil avec un soulagement visible. J'avais oublié à quel point ta cuisine me manquait. « Je suis contente que tu sois là », ai-je répondu, et je le pensais. Quoi qu'il arrive, je voulais qu'il se souvienne de ce moment. La mère qu'il avait aimée, cuisinée pour lui, s'était inquiétée pour son avenir jusqu'à la toute fin. Nous avons mangé dans un silence confortable pendant les premières 10 minutes. Adrien a fini son assiette et a demandé à se resservir, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Je l'ai regardé manger ma nourriture, boire mon vin, se détendre chez moi, et j'ai senti cette clarté froide et familière s'installer en moi. « Alors, dis-je finalement, parle-moi plus de la situation d'Isabelle. » Adrien posa sa fourchette, et l'attention familière revint dans ses épaules. « C'est compliqué, maman. Les avocats disent que le gouvernement s'acharne vraiment sur elle. Apparemment, ils pensent qu'elle a dissimulé des revenus pendant des années. »« Quel genre de revenus ?» ai-je demandé en remplissant son verre de vin. L'enregistreur captait chaque mot parfaitement. « Des revenus commerciaux, principalement. » Isabelle avait cette petite entreprise de bijoux qu'elle gérait en ligne, mais elle était à peine rentable. Les avocats pensent que le fisc gonfle les chiffres, faisant croire qu'elle gagnait beaucoup plus qu'en réalité. J'ai hoché la tête avec sympathie. C'est terrible. Combien prétendent-ils qu'elle cachait? Attends-toi à ça. Ils disent qu'elle a gagné plus de 300 000 € rien que l'année dernière. C'est ridicule. Si Isabelle avait ce genre d'argent, tu penses qu'elle vivrait dans cette petite maison, conduisant une voiture de 10 ans? J'ai pensé au tableau Pinterest documentant les investissements immobiliers d'Isabelle, aux honoraires de conseil, à la boutique en ligne prospère. Adrien n'avait aucune idée que la petite maison de sa belle-mère valait plus d'1 million d'euros sur le marché de Nice, ou que sa voiture de 10 ans était un SUV Audi Q5 haut de gamme qui valait 60 000 au neuf. 300 000 €, ai-je répété. Ça semble en effet beaucoup pour une petite entreprise de bijoux. Exactement. Et maintenant, ils disent que le dépôt de bilan était frauduleux parce qu'elle n'a pas déclaré tous ses actifs. Mais quels actifs? Isabelle est fauchée. C'est pourquoi nous l'aidons avec les courses et les factures depuis 2 ans. 2 ans. Adrien soutenait financièrement une femme qui gagnait plus que lui. Et il n'en avait aucune idée. Tout ça n'est qu'une chasse aux sorcières, a-t-il poursuivi, s'échauffant sur le sujet. Ils essaient de faire d'elle un exemple parce qu'elle est issue d'un milieu modeste et n'a pas les ressources pour se défendre correctement. C'est dégoûtant. J'ai regardé le visage de mon fils pendant qu'il parlait, voyant la conviction sincère qui s'y lisait. Adrien croyait vraiment qu'il protégeait une femme innocente de la persécution gouvernementale. La dissonance cognitive aurait été admirable si elle n'avait pas été si dangereuse pour son propre avenir. Donc, les 100 000 € pour les frais de justice, ai-je dit, viendraient de tes économies? La plupart. On devrait prendre un prêt hypothécaire sur la maison pour le reste. Camille est dévastée
à l'idée de toucher à la maison. Mais quel choix avons-nous? Isabelle l'a élevée. Elle a tout sacrifié pour l'éducation de Camille, pour son avenir. Maintenant, c'est à notre tour de nous sacrifier pour elle. Tout sacrifier. Je me demandais ce qu'Adrien dirait s'il savait que les sacrifices d'Isabelle incluaient la dissimulation de près de 2 millions d'euros d'actifs, tout en percevant une pension alimentaire de son ex-mari et un soutien financier de sa fille. « C'est une grande décision », ai-je dit prudemment. « As-tu vu l'une des preuves réelles contre Isabelle? Des documents du tribunal? Des dossiers financiers ?» La mâchoire d'Adrien se contracta. « Maman, je n'ai pas besoin de voir de preuves. Je connais Isabelle. Elle fait pratiquement partie de la famille. Plus que la famille. Elle a été plus une mère pour moi ces 4 dernières années que... » Il s'est arrêté. Mais l'implication flottait dans l'air entre nous. Plus une mère que moi. Ça y était. Enfin, dit à voix haute. Je vois, ai-je dit, ma voix parfaitement égale. Eh bien, il semble que tu aies pris ta décision. Nous l'avons prise. Camille et moi en avons parlé toute la semaine à Paris. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour protéger Isabelle. La famille prend soin de la famille. J'ai attrapé mon ordinateur portable que j'avais positionné sur la table d'appoint. En parlant de famille, ai-je dit, je voulais te montrer quelques photos de ton enfance. J'ai organisé de vieux albums et j'ai trouvé des photos que je pensais que tu aimerais voir. L'expression d'Adrien s'adoucit. J'adorerais les voir. J'ai ouvert l'ordinateur portable et affiché un dossier. Mais au lieu de photos d'enfance, l'écran montrait la page professionnelle Facebook d'Isabelle avec des années de publications sur sa société de bijoux prospère. Adrien fixa l'écran un long moment. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ce sont les trésors d'Isabelle, » ai-je dit calmement. « Ah, l'entreprise en ligne de ta belle-mère, celle qui était à peine rentable ces 7 dernières années. » J'ai fait défiler les publications lentement, laissant Adrien voir les témoignages de clients, les notifications d'expédition, les photos de bijoux coûteux, des centaines de transactions, des milliers d'euros de ventes documentées. « Je ne comprends pas, » a dit Adrien. « Ça doit être vieux. Elle a fermé l'entreprise il y a des années. » J'ai cliqué sur l'horodatage de la publication la plus récente. Celle-ci a été mise en ligne il y a 3 jours. Pendant que vous étiez à Paris, Isabelle préparait des commandes et expédiait des bijoux à des clients dans tout le pays. Le visage d'Adrien devint pâle. Il doit y avoir une explication. « Il y en a une », ai-je dit en cliquant sur un nouvel onglet du navigateur. Voici son profil LinkedIn, où elle se présente comme consultante en développement commercial pour Martin Construction. C'est l'entreprise de ton beau-père, n'est-ce pas? Celle qui lui verse 15 000 euros par mois en honoraires de conseil. J'ai regardé le sang quitter le visage de mon fils, alors qu'il traitait l'information. Ses mains ont commencé à trembler légèrement, et il a attrapé son verre de vin avec des doigts mal assurés. « Et ici ?» ai-je continué en ouvrant un autre onglet. « Son compte Pinterest, où elle documente ses investissements immobiliers, 2 propriétés locatives en Provence, entièrement rénovées et générant environ 8 000 euros par mois de revenus. » Adrien fixait l'écran sans parler. Je pouvais le voir essayer de concilier les preuves avec tout ce qu'il avait cru de la situation financière d'Isabelle. « Maman, » dit-il finalement, sa voix à peine un murmure. « Où as-tu eu ça ?»« Sur Internet, Adrien. Tout est public. Isabelle documente le succès de son entreprise sur les réseaux sociaux depuis des années. Elle est fière de ce qu'elle a construit. J'ai ensuite affiché le dossier de surendettement, celui où Isabelle avait déclaré des actifs totaux, inférieurs à 15 000 euros. Puis j'ai ouvert son compte Instagram, montrant les photos de Paris, les vêtements de marque, le sac à main coûteux, la photographie professionnelle. Elle a déposé son dossier il y a 6 semaines, ai-je dit, jurant sous serment qu'elle n'avait pas d'argent, pas d'actifs, pas de revenus au-delà de sa pension alimentaire. Puis elle a pris 1 semaine de vacances à Paris et l'a publié sur les réseaux sociaux. Adrien était maintenant complètement silencieux, fixant l'écran avec l'expression de quelqu'un qui voit son monde s'effondrer en temps réel. L'enquête fédérale n'est pas une chasse aux sorcières, mon chéri.
C'est une affaire de fraude fiscale. Isabelle dissimule des revenus de 3 sources différentes depuis 7 ans. Elle doit au gouvernement plus de 400 000 € d'arriérés d'impôts et de pénalités. J'ai ouvert le dernier onglet. Les coordonnées de l'agent Lefebvre de la brigade de contrôle fiscal de la DGFiP. Et demain matin, elle va être arrêtée. Adrien s'est levé si rapidement que sa chaise est tombée en arrière. « Qu'as-tu fait ?» J'ai fourni des informations aux enquêteurs fédéraux. Des informations qui étaient déjà publiques, mais que personne n'avait pris la peine de chercher. Tu as dénoncé la mère de Camille, la famille de ta propre belle-fille. J'ai dénoncé une criminelle, Adrien. Une femme qui a systématiquement fraudé le gouvernement fédéral tout en vous manipulant, toi et Camille, pour financer sa défense juridique. Adrien se mit à arpenter la petite salle à manger, les mains serrées en poing. As-tu la moindre idée de ce que cela va faire à Camille? À notre mariage? As-tu la moindre idée de ce qui serait arrivé à ton mariage quand tu aurais perdu ta maison pour payer la défense d'Isabelle? Ai-je rétorqué. Quand tu aurais vidé tes économies pour protéger une femme qui vous ment depuis des années. Elle est de la famille. Non, Adrien. Je suis de la famille. Je suis la femme qui t'a élevé, qui s'est sacrifiée pour toi, qui s'est inquiétée pour ton avenir. Isabelle est une étrangère qui s'est servie de toi. Il cessa d'arpenter la pièce et se tourna pour me faire face. Tu es jalouse. Tu es jalouse parce que j'ai une relation avec Isabelle que je n'ai pas avec toi. Les mots ont frappé exactement comme il l'avait prévu. Mais au lieu de la blessure qu'il s'attendait à voir, Adrien s'est retrouvé face à une femme qui avait dépassé de loin la portée de sa manipulation émotionnelle. Tu as absolument raison, ai-je dit. Isabelle t'a donné quelque chose que je n'ai jamais pu t'offrir. Adrien cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à un accord. Elle t'a donné l'expérience d'être exploité par quelqu'un que tu aimes. Elle t'a appris ce que c'est que d'être valorisé uniquement pour ce que tu peux fournir financièrement. Elle t'a montré exactement ce que l'on ressent quand la famille profite de la famille. Je me suis levée et j'ai commencé à débarrasser les assiettes avec une précision méthodique. Pendant 4 ans, tu as appris à donner la priorité à une femme qui te voit comme une source d'argent, plutôt qu'à une femme qui te voit comme sa plus grande réussite. Et demain, tu vas apprendre les conséquences de ce choix. Maman, s'il te plaît, si tu as signalé ça, tu peux le retirer. Tu peux les rappeler et leur dire que tu as fait une erreur. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé, éduqué et aimé inconditionnellement pendant 38 ans, et je n'ai ressenti qu'une froide satisfaction. J'ai fait mon choix de la même manière que tu as fait le tien, Adrien, en fonction de mes valeurs et de mes priorités. La différence, c'est que mon choix te protégera de la ruine financière, alors que le tien aurait détruit ton avenir au profit d'une criminelle. Et Camille? Et notre mariage? Et alors? Si ton mariage ne peut pas survivre à la révélation que la mère de ta femme est une fraudeuse fiscale, alors ce n'était pas un grand mariage pour commencer. Adrien me fixa un long moment, et je pouvais le voir lutter pour trouver un moyen de me rendre responsable. Un angle qui lui permettrait de maintenir son récit de victime. « Tu as détruit notre famille », dit-il finalement. « Non, mon chéri, j'ai révélé ce qu'est réellement ta famille. Isabelle s'est détruite elle-même au moment où elle a décidé de dissimuler des revenus aux enquêteurs fédéraux. Je me suis juste assuré que tu ne te détruises pas en essayant de la sauver. » Il attrapa sa veste sur le dossier de sa chaise et se dirigea vers la porte. « Je ne te pardonnerai jamais pour ça. » Je l'ai suivi jusqu'à l'entrée, le regardant lutter avec le verrou, ses mains tremblant encore de choc et de rage. « Je sais, » ai-je dit, « et ça me va parfaitement. » Adrien se retourna une dernière fois, et juste un instant, j'ai vu le petit garçon qui courait vers moi quand il avait peur, ou mal. Mais ce petit garçon était parti, remplacé par un homme qui avait choisi sa loyauté il y a longtemps. « J'espère que ça en valait la peine, » dit-il. J'ai pensé aux 100 000 € qu'il ne perdrait pas, à la maison qu'il n'aurait pas à hypothéquer, au mariage qui pourrait réellement survivre une fois la vérité révélée, à l'avenir qu'il aurait parce que je l'avais protégé de sa propre générosité mal avisée. Ça l'était.
ai-je dit, et j'ai fermé la porte derrière lui. Par la fenêtre, j'ai regardé Adrien s'asseoir dans sa voiture pendant plusieurs minutes avant de démarrer le moteur. Son téléphone a sonné 2 fois, probablement Camille, qui appelait pour savoir comment s'était passé le dîner avec sa mère. Il n'a répondu à aucun des 2 appels. Quand ses feux arrière ont finalement disparu au coin de la rue, je suis retournée dans ma salle à manger et j'ai fini de débarrasser la table. L'enregistreur avait tout capté parfaitement. L'agent Lefebvre serait très intéressé par les aveux détaillés d'Adrien sur la situation financière d'Isabelle et les transferts d'argent prévus. Je me suis versé un autre verre de vin et me suis réinstallé dans mon fauteuil de lecture. Demain apporterait des arrestations, des révélations et l'effondrement complet des mensonges soigneusement construits de la famille Martin. Adrien apprendrait exactement quel genre de personne il avait choisi de protéger. Et je comprendrais enfin ce que cela faisait de se choisir en premier. Je me suis réveillée lundi matin au son de mon téléphone qui vibrait avec insistance sur la table de nuit. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de l'agent Lefebvre et j'ai répondu à la 2e sonnerie. « Madame Dubois, nous avons exécuté le mandat à 6 heures du matin. Isabelle Martin est en garde à vue. » J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis allée à la cuisine, mettant le téléphone sur haut-parleur pendant que je préparais mon café. Des problèmes avec l'arrestation? Aucun. Elle était complètement sous le choc, ce qui nous dit qu'elle n'avait aucune idée que quelqu'un enquêtait sur ses activités financières. Les preuves que vous avez fournies ont rendu les choses simples. Nous avons trouvé des documents supplémentaires à son domicile qui confirment tout ce qui se trouve dans votre rapport. Par la fenêtre de ma cuisine, je pouvais voir Lyon se réveiller sous un frais matin d'octobre. Quelque part à travers la ville, Adrien recevait probablement l'appel qui allait briser les illusions qu'il entretenait, encore sur sa belle-mère. « Que se passe-t-il ensuite ?» ai-je demandé. « La mise en examen est prévue pour mercredi. Compte tenu du montant en jeu et des voyages internationaux, le procureur demandera probablement sa détention provisoire. La fraude fiscale combinée à la fraude au surendettement entraîne de lourdes peines fédérales. » Après que l'agent Lefebvre a raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon café et j'ai attendu. Adrien appellerait dans l'heure, j'en étais certaine. La question était de savoir s'il appellerait pour s'excuser ou pour me blâmer d'avoir détruit sa famille parfaite. L'appel est arrivé à 8h47. « Maman. » La voix d'Adrien était creuse, épuisée. « Isabelle a été arrêtée ce matin. »« Je sais, » ai-je dit. L'agent Lefebvre m'a appelé pour me tenir au courant. Ils disent qu'elle doit plus de 400 000 € d'arriérés d'impôts. Ils disent qu'elle a caché des revenus pendant 7 ans. Ils disent que le dépôt de bilan était frauduleux. J'ai attendu qu'il continue, mais il semblait avoir du mal avec les mots. Camille est... Il s'est arrêté et je l'ai entendu prendre une profonde inspiration. Camille est anéantie. Elle n'en avait aucune idée. Aucun de nous n'en avait la moindre idée. Je suis désolée que ce soit difficile pour vous 2, ai-je dit, et je le pensais. Je n'avais pas voulu blesser Camille, qui était vraiment innocente dans tout cela. Les avocats disent qu'Isabelle pourrait aller en prison pour 5 ans. 5 ans, maman. Et la villa à Nice, ils disent qu'elle pourrait être saisie dans le cadre du dédommagement. La villa d'Isabelle, celle qu'elle prétendait être son seul actif, valant moins que son hypothèque, valait en réalité plus d'1 million d'euros sur le marché immobilier gonflé de la Côte d'Azur. Le fisc la vendrait pour récupérer une partie des impôts qu'elle devait. « Et l'argent que vous prévoyez de lui donner ?» ai-je demandé. « On ne peut pas. Notre avocat dit que tout argent que nous transférons à Isabelle maintenant pourrait être considéré comme faisant partie du complot. Nous pourrions être accusés de complicité si nous essayons de l'aider financièrement. Les 100 000 € qu'Adrien était prêt à sacrifier étaient maintenant en sécurité, protégés par la loi. Il ne pouvait pas les donner, même s'il le voulait. « Adrien, » ai-je dit prudemment, « j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Cette enquête a commencé des mois avant ton anniversaire, avant Paris, avant que tout cela n'arrive. L'arrestation d'Isabelle n'a rien à voir avec mes sentiments sur la façon dont tu m'as traité. » Il y eut un long silence, puis...
Mais tu aurais pu nous avertir. Tu aurais pu nous dire ce que tu savais avant que nous fassions des plans. Avant que... Sa voix se brisa. Avant qu'on ait l'air d'idiots. M'aurais-tu cru si j'étais venue te voir il y a 3 mois pour te dire qu'Isabelle cachait des revenus? M'aurais-tu écouté? Un autre silence, plus long cette fois. Tu m'aurais accusée d'être jalouse et vindicative. Ai-je continué. Tu l'aurais défendue comme tu l'as défendue hier soir. La seule raison pour laquelle tu vois la vérité maintenant, c'est parce que des agents fédéraux l'ont arrêtée, avec des preuves accablantes. Alors, qu'est-ce que j'étais censée faire? Abandonner la famille de Camille sur la base de tes soupçons? Tu étais censé vérifier les informations avant de risquer ton avenir financier. Tu étais censé poser des questions, faire des recherches, protéger tes propres intérêts tout en aidant les autres. Je pouvais entendre Camille pleurer en arrière-plan et Adrien murmurer quelque chose pour la réconforter. « On doit y aller », dit-il finalement. « Camille rencontre un avocat cet après-midi. On doit trouver comment se protéger de ce pétrin. » Après qu'il a raccroché, j'ai fini mon café et je me suis habillée pour la journée. J'avais des projets qui n'impliquaient pas de rester à la maison, à m'apitoyer sur le mauvais jugement de mon fils. À 10 heures, j'ai rencontré l'inspecteur Luc Moreau dans un café du centre-ville. Luc enquêtait sur les crimes financiers pour la police de Lyon depuis 15 ans, et nous avions travaillé ensemble sur plusieurs cas quand j'étais encore employée à l'hôpital. C'est lui qui m'avait mise en contact avec l'agent Lefebvre à l'origine. « Félicitations !» dit-il en s'asseyant dans la banquette en face de moi. « Votre tuyau a conduit à la plus grosse saisie pour fraude fiscale de la région cette année. Il ne s'agissait pas de félicitations, Luc. Il s'agissait de protéger mon fils de sa propre stupidité. » Luc étudia mon visage. « Comment le prend-il ? » À peu près comme on peut s'y attendre. Il est en colère, confus, et cherche quelqu'un à blâmer autre que lui-même. « Et ça te va ?» J'ai sérieusement réfléchi à la question. Étais-je d'accord avec la colère d'Adrien? Étais-je d'accord avec la possibilité qu'il ne me pardonne jamais d'avoir révélé la vérité sur Isabelle? Je suis d'accord avec le fait de le protéger de la ruine financière, même s'il me déteste pour ça. Ai-je finalement dit? Je suis d'accord avec le fait de choisir son bien-être réel plutôt que son confort émotionnel. Luc hocha la tête. Ah, c'est ce que font les bons parents, même quand leurs enfants sont adultes. Adrien ne le voit pas de cette façon. La fierté d'Adrien est blessée. Il a investi 4 ans à croire qu'Isabelle était une victime. Et maintenant, il doit faire face au fait qu'il était la victime. C'est un ajustement difficile pour n'importe qui. Nous avons parlé pendant une autre heure des implications juridiques, du calendrier du procès d'Isabelle et de la probabilité qu'Adrien et Camille subissent des conséquences pour leur soutien financier à ses activités. Luc m'a assuré que tant qu'il pourrait prouver qu'ils avaient été trompés sur la véritable situation financière d'Isabelle, ils ne seraient accusés de rien. Cet après-midi-là, je me suis rendue sur le campus de l'université Lumière Lyon 2, où j'avais passé tant de samedis matins à regarder Adrien jouer au foot quand il était jeune. J'ai parcouru les chemins que nous avions explorés ensemble. Je me suis assise sur les bancs où nous avions déjeuné après ces matchs, et j'ai essayé de me souvenir quand tout avait commencé à mal tourner entre nous. Je pense que ça a commencé quand Adrien a eu son premier vrai travail et a réalisé qu'il pouvait s'offrir des choses que je ne pouvais pas. Non pas parce qu'il était cruel, mais parce que l'indépendance financière lui a donné l'illusion qu'il était aussi émotionnellement indépendant. Il a commencé à voir mes conseils comme de l'ingérence, mon inquiétude comme du contrôle, mon amour comme une obligation. Quand il a rencontré Camille et sa famille, il a trouvé des gens qui le traitaient comme un héros pour sa générosité financière. Isabelle le louait pour sa gentillesse. Le père de Camille le respectait pour son succès. Et Camille, elle-même, semblait sincèrement reconnaissante de sa volonté de soutenir sa famille. Ça devait être merveilleux d'être apprécié sans poser de questions, de voir ses décisions validées au lieu d'être remises en question. Je n'avais jamais pu lui offrir ce genre d'admiration simple. Je l'aimais trop pour le laisser faire des erreurs sans rien dire. Je me souciais trop de son avenir pour applaudir chaque décision qu'il prenait. J'étais sa mère, pas son fan club.
Mais Isabelle avait été très heureuse de servir de fan-club à Adrien, surtout quand ce rôle s'accompagnait d'avantages financiers. Mon téléphone a sonné alors que je retournais à ma voiture. Le nom de Camille est apparu sur l'écran, et j'ai hésité avant de répondre. Elle ne m'avait jamais appelé directement auparavant. Toute communication était passée par Adrien. « Madame Dubois, c'est Camille. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle. » Sa voix était rauque d'avoir pleuré, mais elle semblait plus composée qu'Adrien ce matin-là. « Bien sûr, ma chère. Comment tenez-vous le coup ? Je ne sais pas vraiment. Tout ce que je pensais savoir sur ma mère s'est avéré être un mensonge. J'ai l'impression de ne plus rien savoir. » Je me suis sentie sincèrement compatissante envers la situation de Camille. Contrairement à Adrien, qui avait choisi d'ignorer les signes avant-coureurs sur le style de vie d'Isabelle, Camille avait été trompée par quelqu'un en qui elle avait une confiance absolue. « Je suis désolée que vous traversiez cela, » ai-je dit. « Ce doit être dévastateur d'apprendre que quelqu'un que vous aimez vous ment. Madame Dubois, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. »« D'accord. Depuis combien de temps étiez-vous au courant de la situation de ma mère ? » J'ai envisagé de mentir, d'adoucir la chronologie pour faire croire à une découverte récente. Mais Camille méritait la vérité. « J'ai des soupçons depuis environ 6 mois, » ai-je dit. « J'ai engagé un détective il y a 3 mois pour vérifier mes inquiétudes. J'ai des preuves définitives depuis 8 semaines. » Il y eut une longue pause. « Alors, quand Adrien vous a parlé du fonds de défense juridique, vous saviez déjà que tout était basé sur des mensonges. » « Oui. Et vous l'avez laissé faire ses plans quand même. Vous nous avez laissé parler d'hypothéquer notre maison, de demander de l'argent à nos amis et à notre famille, de détruire notre avenir financier. Je vous ai laissé prendre vos propres décisions sur la base des informations que vous avez choisi de recueillir. Vous auriez pu nous avertir. Camille, si j'étais venue vous voir il y a 3 mois avec des accusations sur votre mère, qu'auriez-vous fait ? » Une autre pause. « J'aurais pensé que vous essayiez de créer des problèmes entre Adrien et ma famille. Et si Adrien avait choisi de me croire plutôt que vous et votre mère, qu'est-ce que cela aurait fait à votre mariage ? » Une pause plus longue cette fois. « Ça l'aurait détruit. Alors j'ai attendu que la vérité éclate par des voies officielles que vous ne pouviez ni rejeter ni expliquer. J'ai protégé l'argent d'Adrien et laissé ses illusions s'effondrer sous le poids des preuves, plutôt que par un conflit familial. » Je pouvais entendre Camille pleurer doucement. « Je ne sais pas si je dois vous remercier ou vous détester. Vous n'avez à faire ni l'un ni l'autre. Vous devez juste décider comment vous allez avancer maintenant que vous connaissez la vérité. Adrien est tellement en colère contre vous, contre ma mère, contre lui-même. Il n'arrête pas de dire que tout est de sa faute pour ne pas avoir vu les signes. Adrien se sent coupable parce qu'il a ignoré son instinct au profit de ce qui lui semblait agréable. C'est la nature humaine, mais c'est aussi une leçon qu'il avait besoin d'apprendre. Et s'il ne vous pardonne jamais ? La question flottait dans l'air entre nous. Et si Adrien ne me pardonnait jamais ? Et si mon choix de le protéger me coûtait ma relation avec mon fils de façon permanente ? Alors je vivrai avec, ai-je dit. Je préfère avoir un fils qui me déteste, mais qui a un avenir sûr, qu'un fils qui m'aime, mais qui perd tout à cause des mensonges d'une criminelle. Après que Camille a raccroché, je suis restée assise dans ma voiture sur le parking de l'université et j'ai fait face à la réalité de ce que j'avais fait. J'avais choisi de protéger l'avenir financier d'Adrien au détriment de sa confiance émotionnelle. J'avais donné la priorité à son bien-être pratique plutôt qu'à notre relation. Et je n'avais aucun regret quant à ce choix. Demain apporterait plus de révélations à mesure que l'enquête se poursuivrait. Les registres commerciaux d'Isabelle seraient réquisitionnés, ses comptes bancaires gelés, ses biens saisis. Adrien et Camille devraient témoigner sur le soutien financier qu'ils avaient en fourni, les conversations qu'ils avaient eues, les promesses qu'Isabelle avait faites. Ils apprendraient exactement combien d'argent ils avaient donné à une femme qui était déjà riche. Ils verraient les reçus des achats de luxe faits avec leur argent pour les courses
les photos de vacances financées par leur paiement de factures, les frais de justice qui avaient en fait payé pour la protection des actifs d'Isabelle plutôt que pour sa défense. Adrien finirait par comprendre que je l'avais sauvé de quelque chose de bien pire que l'embarras. Je l'avais sauvé de la ruine financière au service d'un mensonge. Reste à savoir s'il me remercierait un jour pour ce salut. Mais je n'attendais plus sa gratitude ni son pardon. J'avais dépassé le besoin de l'un ou de l'autre. 3 semaines après l'arrestation d'Isabelle, j'ai reçu une invitation qui aurait semblé impossible 1 mois plus tôt. Camille voulait déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant tranquille, à Écully, non loin de la maison qu'Adrien avait été si fier de me montrer quand il l'avait achetée. Camille paraissait plus âgée que ses 32 ans. Le stress et les nuits blanches étaient évidents dans les cernes sous ses yeux et la façon dont elle tenait ses épaules. « Merci d'être venu », dit-elle alors que nous nous installions dans notre banquette. « Je n'étais pas sûre que vous viendriez. »« Je suis toujours disponible pour ma belle-fille », ai-je répondu. Et je le pensais. Malgré tout ce qui s'était passé, Camille restait une victime innocente dans cette situation. Elle a commandé une salade qu'elle a à peine touchée pendant que je prenais le saumon à l'oseille. L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais là, partageant le plat préféré de mon fils avec sa femme, alors qu'Adrien, lui-même, refusait de prendre mes appels. L'audience de détermination de la peine a lieu la semaine prochaine, a finalement dit Camille. 5 ans de prison ferme plus une restitution de 800 000 €. 800 000 €. Les activités criminelles d'Isabelle avaient été encore plus étendues que ce que l'on avait initialement réalisé. Les enquêtes supplémentaires avaient révélé des années de revenus non déclarés, d'actifs cachés et de déclarations fiscales frauduleuses qui allaient pour bien au-delà de ce que j'avais initialement découvert. « Comment gérez-vous tout ça ?» ai-je demandé. Mieux qu'Adrien. Honnêtement, je pense que je suis plus en colère que lui. Ma mère m'a volé, Madame Dubois. Elle a volé ma confiance, ma tranquillité d'esprit, ma capacité à croire quoi que ce soit qu'elle m'ait jamais dit. Mais elle a aussi volé Adrien et vous. À vous, elle a volé 4 ans de votre relation avec votre fils. Adrien a passé tout ce temps à la choisir plutôt que vous, à la soutenir au lieu de vous apprécier, à donner la priorité à une criminelle plutôt qu'à sa propre mère. Camille a sorti un dossier de son sac à main. J'ai examiné les dossiers financiers d'Adrien, essayant de déterminer exactement combien d'argent nous avons donné à ma mère au fil des ans. Le total est ahurissant. Elle a fait glisser une feuille de calcul sur la table. J'ai étudié les colonnes de chiffres, la documentation minutieuse de l'argent pour les courses, les paiements de factures, les réparations de voitures, les frais médicaux et les prêts d'urgence qui n'avaient jamais été remboursés. 47 000 €, a dit Camille. En 4 ans, nous avons donné 47 000 € à ma mère, alors qu'elle gagnait 300 000 € par an et le cachait à tout le monde. J'ai regardé les chiffres et j'ai senti une froide satisfaction s'installer dans ma poitrine. Adrien avait dépensé près de 50 000 € pour soutenir une femme riche, tout en disant à sa propre mère que la famille réduisait les dépenses pour les cadeaux d'anniversaire. « Il y a autre chose », a poursuivi Camille. « J'ai trouvé ça dans le bureau d'Adrien la semaine dernière. Elle m'a tendu une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un collier simple mais élégant, une chaîne en or avec un petit pendentif en forme de cœur, le genre de cadeau qu'un fils pourrait offrir à sa mère pour un anniversaire important. « Il a acheté ça pour votre 70e anniversaire », a dit Camille doucement. Le reçu était dans le tiroir de son bureau. Il a passé 2 heures à le choisir, selon les notes du bijoutier. Puis il a décidé de ne pas vous le donner parce que ma mère avait une autre crise financière et avait besoin d'aide pour ses frais d'avocat. J'ai tenu le collier à la lumière, regardant le pendentif capter le soleil de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre du restaurant. Adrien avait pensé à moi, avait prévu d'honorer mon anniversaire, avait choisi un cadeau avec soin et intention, puis il l'avait mis de côté pour financer la défense juridique frauduleuse d'Isabelle. « Gardez-le », a dit Camille lorsque j'ai essayé de lui rendre la boîte. « Il l'a acheté pour vous. Il a choisi de ne pas me le donner.
Il a fait de mauvais choix sur beaucoup de choses, mais son instinct initial était le bon. J'ai attaché le collier autour de mon cou, sentant le petit poids du pendentif contre ma poitrine. C'était beau, attentionné, exactement le genre de cadeau que j'aurais chéri de la part de mon fils. « Adrien est-il toujours en colère contre moi ?» ai-je demandé, furieux. « Mais il commence aussi à comprendre ce dont vous l'avez sauvé. Le conseiller financier nous a montré des projections hier. Si nous avions liquidé nos économies et hypothéqué la maison pour le fonds de défense d'Isabelle, nous aurions été financièrement ruinés pour les 15 prochaines années. » Camille a sorti un autre document. Celui-ci montrait la situation financière actuelle d'Adrien et Camille par rapport à ce qu'elle aurait été s'ils avaient poursuivi leur plan initial. Nous aurions tout perdu, Madame Dubois. Nos économies, la valeur de notre maison, notre capacité à prendre notre retraite avant 70 ans. Tout ça pour protéger une femme qui n'avait pas besoin de protection. J'ai étudié les chiffres, voyant toute l'étendue de ce que mon intervention avait empêché. La colère d'Adrien contre moi lui coûtait émotionnellement, mais mes actions l'avaient pas sauvé d'un désastre financier qui aurait détruit tout son avenir. « Que se passe-t-il maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant, nous reconstruisons. Adrien suit une thérapie, essayant de surmonter sa culpabilité et sa colère. Je suis aussi en thérapie, apprenant à faire de nouveau confiance à mon propre jugement. Nous essayons tous les deux de trouver comment avancer. « Et votre mariage ?» Camille a souri pour la première fois depuis que nous nous étions assises. Plus fort, en fait. Toute cette expérience nous a appris que nous sommes dans la même équipe. Même lorsque nous sommes confrontés à des situations impossibles, nous nous soutenons mutuellement, pas nos familles élargies. Après le déjeuner, Camille m'a accompagnée jusqu'à ma voiture. « Madame Dubois, il y a quelque chose que je dois vous dire. » J'ai attendu. Adrien ne s'excusera peut-être jamais d'avoir choisi ma mère plutôt que vous. Sa fierté est trop blessée, et admettre que vous aviez raison signifie admettre qu'il avait tort sur tout. Mais je peux m'excuser. Je suis désolée que nous ayons profité de votre gentillesse. Je suis désolée que nous vous ayons considérée comme acquise. Et je suis désolée qu'il ait fallu une enquête fédérale pour nous faire voir la vérité. Merci, Camille. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. Il y a une réunion de famille le week-end prochain. Le cousin d'Adrien se marie, et il y a une réception à l'hôtel. Adrien ne veut pas que vous soyez là. Il est encore trop en colère. Mais je vous invite quand même. J'ai réfléchi à l'invitation. Une salle pleine de parents d'Adrien, dont la plupart avaient probablement entendu une version du scandale Isabelle Martin maintenant. L'inconfort évident d'Adrien en me voyant. Le potentiel de confrontation publique. « J'y serai », ai-je dit. La réception de mariage a été exactement aussi gênante que je l'avais prévu. Adrien m'a vu entrer dans la salle de bal de l'hôtel et son visage est devenu blanc de choc et de colère. Il a dit quelque chose à Camille, qui a simplement secoué la tête et s'est éloigné de lui. J'ai trouvé une table au fond et je me suis installée pour regarder mon fils naviguer dans le champ de mines sociales que j'avais créé en assistant au mariage de son cousin. Divers parents m'ont approché tout au long de la soirée. Certains pour exprimer leur sympathie pour le drame familial, d'autres pour satisfaire leur curiosité sur le scandale qui avait secoué le mariage d'Adrien. J'ai répondu à leurs questions avec le même détachement calme que j'avais maintenu tout au long de cette épreuve. Oui, Isabelle avait été arrêtée pour fraude fiscale. Oui, Adrien et Camille l'avaient soutenue financièrement pendant des années. Non, je ne me sentais pas coupable d'avoir fourni des informations aux enquêteurs fédéraux. Adrien m'a évité pendant la majeure partie de la soirée. Mais alors que la réception touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, il s'est finalement approché de ma table. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il, la voix tendue par une colère contenue. « Camille m'a invité. C'est ma famille, maman. Ce sont mes parents, mes amis. Tu n'as pas le droit de débarquer et de faire comme si de rien n'était. » J'ai levé les yeux vers mon fils, cet homme que j'avais élevé, éduqué, aimé et finalement protégé de son propre mauvais jugement. Et j'ai ressenti la même clarté froide
que j'avais éprouvé la nuit où j'avais révélé les crimes d'Isabelle. Rien ne s'est passé, Adrien. Une criminelle a été arrêtée. Des activités frauduleuses ont été exposées. Et tu as été sauvé de la ruine financière. Ce sont des faits, pas des tragédies. Tu as détruit ma confiance en mon propre jugement. Tu m'as fait remettre en question tout ce que je croyais sur la famille, la loyauté, l'amour. Tu as bouleversé mon monde. Je t'ai donné des informations. Tu as choisi quoi en faire. Tu as manipulé la situation. Tu aurais pu m'avertir en privé, mais au lieu de ça, tu es allé voir le gouvernement et tu as rendu ça public. Tu m'as humilié. Je t'ai protégé en utilisant la seule méthode qui pouvait réellement fonctionner. Si je t'avais averti en privé, tu aurais rejeté mes inquiétudes et poursuivi tes plans. Le seul moyen de t'empêcher de détruire ton avenir financier était de s'assurer qu'Isabelle soit arrêtée avant que tu puisses lui donner l'argent. Adrien me fixa un long moment. « As-tu des regrets? Des remords pour ce que tu nous as fait subir ?» J'ai sérieusement réfléchi à la question. Regrettais-je d'avoir protégé l'avenir financier de mon fils? Regrettais-je d'avoir dénoncé une criminelle qui fraudait systématiquement le gouvernement et manipulait des innocents? Regrettais-je d'avoir choisi le bien-être réel d'Adrien plutôt que son confort émotionnel temporaire? Non, ai-je simplement dit. Je n'en ai pas. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Adrien s'est retourné et s'est éloigné, récupérant Camille d'un geste sec et se dirigeant vers la sortie. Je les ai regardés partir et j'ai ressenti un profond sentiment d'achèvement. J'avais fait ce qui devait être fait. J'avais protégé mon fils de sa propre loyauté mal avisée, sauvé son avenir financier et exposé la vérité sur la femme qu'il avait choisi de privilégier par rapport à moi. Le fait qu'il me détestait pour cela n'avait aucune importance. En rentrant chez moi cette nuit-là, j'ai touché le collier qu'Adrien avait acheté pour mon anniversaire, mais qu'il ne m'avait jamais donné. Le pendentif était chaud contre ma peau. Un rappel que son amour pour moi existait encore quelque part sous la colère et la fierté blessée. Mais je n'attendais plus qu'il redécouvre cet amour. Je n'espérais plus la réconciliation, le pardon ou la gratitude. J'avais appris quelque chose de précieux de cette expérience. Parfois, le plus grand acte d'amour est celui qui passe inaperçu et n'est pas apprécié. Parfois, protéger quelqu'un signifie accepter qu'il vous détestera pour cela. Isabelle Martin commençait une peine de 5 ans de prison et ses victimes étaient enfin libérées de sa manipulation. Le mariage d'Adrien et Camille était plus fort. Leurs finances étaient sûres et leur avenir était protégé. Mon fils ne me remercierait jamais de l'avoir sauvé de la ruine financière. Il ne s'excuserait jamais d'avoir choisi une criminelle plutôt que sa propre mère. Il ne reconnaîtrait jamais que mes actions avaient été motivées par l'amour plutôt que par la vengeance. Et j'étais complètement en paix avec cette réalité. À 70 ans, j'avais enfin appris à me choisir en premier, à agir selon mon propre jugement plutôt que selon l'approbation de mon fils, à donner la priorité à ce qui était juste plutôt qu'à ce qui était confortable. Cela m'avait coûté ma relation avec Adrien, mais cela avait sauvé son avenir. C'était un échange que je referais sans hésiter. Voilà mon histoire. Voilà comment j'ai appris que parfois, l'amour signifie faire des choix qui détruisent des relations pour sauver des vies. Adrien pense que je l'ai trahi, mais je l'ai sauvé de se trahir lui-même. Il finira par comprendre. Peut-être quand il aura mon âge. Peut-être quand il sera confronté à la nécessité de protéger quelqu'un qu'il aime de son propre mauvais jugement. Ou peut-être qu'il ne le fera jamais. Quoi qu'il en soit, je dors bien la nuit, en sachant que mon fils a un avenir sûr, même s'il n'a pas de relation avec sa mère. Parfois, c'est à ça que ressemble le véritable amour, froid, calculé et totalement impitoyable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter pour dire d'où vous nous regardez, car chaque famille a ses secrets. Et parfois, le plus grand acte d'amour est de les exposer.